Elles ont le parfum du mystère, la séduction de l'extraordinaire, le charme de l'impossible. Pénétrez avec moi dans l'univers des incroyables histoires. Charles Urbain, Molaison du Coudray, est issu d'une de ces familles où la tradition exige à chaque génération que l'un des fils soit évêque et un autre à l'Académie des sciences. Quant au moins doué de la lignée, il sera destiné à l'état-major. Charles Urbain s'est donc retrouvé catapulté au grade de commandant de cavalerie. Le bonhomme est minuscule, sanglé dans sa vareuse, le képi planté haut sur le crâne, les bottes miroitantes, gaines de courtes jambes en cerceau, et vu la taille du personnage, les culottes de cheval semblent aussi larges que les oreilles d'éléphant. Un menton inexistant, une moustache excessive, un monocle vissé sous le sourcil, une badine de jonc sous le bras, et le tableau est vraiment complet. Le personnage semble avoir pour vocation de faire sourire, et il va y réussir bien malgré lui, même au cœur de la Grande Guerre. Il accomplit son devoir dans un bureau du ministère. Sa délicate mission consiste à contrôler la conformité des tampons et cachets qui serviront à estampiller les bulletins de commande de l'intendance. Ne nous moquons pas. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Alors autant que ce soit le cousin d'un ministre. Charles Urbain Molaison du Coudray vérifie donc chaque tampon, puis appose un cachet sur le bordereau qui l'accompagne. Après plusieurs mois de ce labeur, il estime avoir bien mérité de la patrie et demande une permission. Il faut savoir que son épouse, née Garance Madani de Comberousse, est originaire de la région de Nice. Sa famille possède une villa sur la Riviera italienne. C'est dans ce lieu enchanteur que Charles Urbain Molaison du Coudray compte bénéficier d'un juste repos du guerrier. Certes, les temps sont troublés, mais ce n'est aucunement une raison pour changer les habitudes des personnes de qualité. Cependant, il se trouve qu'avant la guerre, la sœur aînée de la commandante a contracté un fort beau mariage avec un comte. Mais un comte autrichien. On ne peut pas tout prévoir. Il ne saurait être question de mettre en doute le patriotisme d'un Molaison du Coudray, commandant de cavalerie, dont les quartiers de noblesse remontent largement à Philippe Auguste. Néanmoins, une alliance, même lointaine, avec un Autrichien mérite une certaine prudence, et un fonctionnaire attentif marque le passeport de l'épouse d'un signe discret, presque invisible, mais parfaitement connu par la police des frontières. À l'aller vers l'Italie, rien de notable. Pour rentrer sur le territoire national, par contre, ce n'est pas aussi immédiat. Au poste frontière de 26 000, l'affluence est grande. Par respect pour son rang, la commandante n'est pas astreinte à attendre dans la file avec le vulgaire populon. On lui offre un siège à l'écart. Le commandant, lui, va battre le pavé devant le bâtiment administratif. Lorsqu'au cadran de sa montre de gousset, l'aiguille entame un second tour, le pétulant militaire commence à s'impatienter. Il va glisser la moustache dans le poste de douane, et il croit voir que la commandante se trémousse sur sa chaise. Elle lui adresse même un léger signe de sa main gantée. Il se penche, elle chuchote quelques mots derrière sa voilette. « Charles Urbain, mon ami, je suis horriblement confuse de vous demander cela, mais je n'en puis plus. » Les demoiselles de Comberousse ont beau avoir appris depuis la première croisade à retenir leurs besoins intempestifs, toute vessie humaine a ses limites. Le commandant traverse la salle bondée, s'approche d'un planton luisant de transpiration et le questionne à l'oreille. L'autre se redresse, claque des talons et claironne d'une voix audible jusqu'en Italie. « Les Vater !»« Certainement, mon commandant. Au fond, à gauche. » Tous les regards suivent donc la commandante lorsqu'elle trottine, par nécessité, vers le fond et à gauche. En pénétrant dans les lieux susmentionnés, constat désagréable, le planton avait raison, il s'agit plus de vater que de toilettes pour dames. En particulier, pardonnez ce détail, mais il a de l'importance, la cuvette témoigne à elle seule qu'un poste de douane est un lieu de passage intense. Fort heureusement, la commandante avise fiché sur un crochet contre le mur un journal, ou plus exactement,
ce qu'il reste d'un journal accroché ici pour un autre usage que la lecture. Garance Moléon du Coudray prélève les derniers feuillets et confectionne une protection éphémère contre la lunette répugnante. Ensuite de quoi, elle s'extrait de ses multiples froufrous de femme élégante, s'assied et peut enfin se livrer avec un soupir bienheureux au délestage naturel qui est le lot de chacun et chacune d'entre nous. Il faut ensuite réenfiler, renouer, reboutonner. Ce marathon vestimentaire accompli, la commandante retourne sagement vers la salle d'attente. Et une troisième heure se passe. Le commandant constate que des tas de gens extrêmement ordinaires qui sont arrivés après lui sont repartis depuis déjà belle lurette. C'est le monde à l'envers, pour ainsi dire. Du Coudray décide d'empoigner le taureau par les cornes. Il se campe devant un guichet, mais le petit type de l'autre côté du comptoir lève à peine les yeux derrière ses lunettes. « Vous retournez attendre là-bas, monsieur, s'il vous plaît, on vous appellera. » Conscient que non seulement le peuple l'observe, mais que sous sa voilette, le regard de Garance attend sa réaction, il revient à la charge, la moustache en bataille, le monocle étincelant de fureur. Les fonctionnaires surchargés par l'affluence et la chaleur s'énervent à leur tour. L'attention se focalise sur ce pet sec qui fait du scandale et par voie de conséquence sur son passeport et surtout. Tiens, celui de sa femme. Et là, le ton change. L'autorité douanière se concerte. Les voix se font basses, les regards en biais. Voulez-vous nous suivre, s'il vous plaît? Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Pas vous, monsieur. Madame seulement. Malgré les protestations de son mari, Garance s'est escamotée vers une section administrative réservée aux cas spéciaux. Horrifiée, elle se voit conduire vers une cabine entourée de rideaux où une rugueuse et robuste assistante de police lui signifie qu'elle va pratiquer ce que l'on appelle une fouille au corps. Autrement dit, une inspection très détaillée de son anatomie. Avec autant de dignité qu'elle le peut, Madame de Coudray ôte ses jupons, s'appuie sur un guéridon, penchée en avant, elle s'attend à un contact révoltant avec son intimité. Mais, surprise, elle entend dans son dos la fonctionnaire émettre un « oh », puis sortir de l'isoloir. Pour y revenir, quelques instants plus tard, accompagnée d'une deuxième fonctionnaire portant des galons de chef. Celle-ci contemple également la suspecte et fait « ah 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 !» La commandante ne comprend pas. « Je peux savoir ce qui se passe ?» La fonctionnaire chef ricane. « Elle a le culot de demander ce qui se passe !»« Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le doigt précis de la représentante de l'ordre désigne un endroit de la commandante situé, très exactement situé entre le bas des reins et le haut de la cuisse. « Ça ?» rétorque Garance interloquée. « Ça, mais ce sont mes fesses, madame !» Après quelques malentendus et quiproquos, la commandante obtient un petit miroir. Munie de cet ustensile et en se tordant un peu le cou, elle parvient à constater, bien qu'elle n'ait jamais observé sa personne sous cet angle, elle discerne effectivement des sortes de hiéroglyphes tatoués sur son postérieur. Un message mystérieux apparaît bel et bien en noir sur la peau blanche. Et dans un alphabet probablement crypté, car les lettres elles-mêmes sont inconnues. « Ah ! Ils sont forts, les boches, avec leur espionne, hein !» s'exclame la fonctionnaire chef. « Belle combine pour passer leur code secret. Mais heureusement, on est là, nous, hein ? On n'est pas né de la dernière pluie, ma petite dame. »« Mais non, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. J'ai tout compris. » Et Garance s'embarque dans une explication circonstanciée. Les vatères, la lunette crasseuse, le papier journal pendu au mur. « C'est l'encre. J'avais très chaud. Ma peau était moite. C'est l'encre qui a déteint. » Cette hypothèse tombe sous le sens. Elle est hélas impossible à prouver. Garance avait utilisé les derniers vestiges du journal. Les preuves de sa bonne foi ont été entraînées vers la fausse d'aisance. Les tatouages incriminés ne ressemblent à rien de connu. Même les gros titres ont été retournés et déformés par par l'étirement cutané que la position assise dans l'arrondi d'une lunette fait subir à tout fessier. C'est clair, cette femme est un agent ennemi. Il n'en reste pas moins que le commandant de cavalerie Charles Urbain Moléon du Coudray est une huile. Comme il s'avère délicat de lui exprimer nettement la localisation et l'aspect des inscriptions, on lui propose d'aller constater par lui-même. Mais imaginez
ce que représente la perspective d'un tel tête-à-tête pour la morale catholique de l'officier. Voici un homme qui, marié depuis 22 ans, souffle pudiquement la lampe à pétrole avant de soulever l'édredon du lit conjugal. Alors il refuse violemment de jeter le moindre regard sur le corpus delicti et exige de téléphoner au ministre. Les gardes-frontières dépassés contactent les services du contre-espionnage. Tard dans la soirée, on voit arriver au poste de douane un photographe de l'identité judiciaire de Nice. Il plante un imposant trépied de bois et de laiton surmonté d'un appareil à souffler. La malheureuse Garance doit prendre la pose sous autant d'angles qu'il sera nécessaire pour que l'objectif puisse clairement enregistrer la totalité des signes cabalistiques. De l'autre côté de la vitre, pourtant masquée de rideaux, les éclairs du flash à poudre de magnésium font tressauter Charles Urbain comme s'il se prenait la mitraille de plein fouet. Ensuite de quoi, selon les consignes du contre-espionnage, la fonctionnaire de police la plus gradée doit procéder à l'effacement total de l'alphabet secret. Malheureusement, si l'encre d'imprimerie du temps de guerre adhère mal au papier journal, elle colle très très bien à la peau. On teste plusieurs solvants sans succès. En définitive, aux alentours de minuit, la femme de ménage qui passe par là se penche à son tour sur le problème. « Pourquoi que vous essayez pas le jus de citron avec un bon coup de brosse au chien dent ?» Le commandant Charles Urbain Moléon du Coudray et madame sont de retour dans la capitale après quelques jours. Le temps nécessaire pour évacuer le stress de cette humiliation, et à Garance plus spécialement, pour calmer dans des bains de siège au lait et aux plantes l'irritation provoquée sur sa chair délicate par le vigoureux étrillage. Ce délai n'a pas calmé la fureur du chef d'escadron. Tambour battant, il se catapulte au palais de justice, dans le bureau du président Lantier, un vieil ami de la famille. « Un traitement inadmissible, odieux, indigne. Je compte sur vous pour m'obtenir réparation. » Charles Urbain l'ignore, mais il a été trahi par le progrès. Son arrivée a été devancée par celle des photographies. Des copies ont été transmises à tous les services éventuellement concernés, et cela fait beaucoup de monde. Lantier en particulier possède un dossier très complet sur l'affaire, et il fait partie de ce tout Paris qui se gausse déjà suffisamment, aussi use-t-il de toute sa diplomatie. Réparation, certes mon cher, elle est tout à fait méritée. Il faut intenter un procès. Ainsi, vous pourrez, devant les journalistes et le public, exposer clairement les pièces qui prouvent... Ah non! Je ne tiens pas à exposer quoi que ce soit. Bon, tout compte fait, une certaine discrétion. Belle idée, Coudray. Quelle hauteur de vue admirable que la vôtre. Discrétion, service de l'État, sécurité de la patrie. Vous faites honneur à votre nom, mon vieux. Quelle abnégation. Nous en resterons donc là, n'est-ce pas? Bravo. Sur quoi le juge songe une fraction de seconde à la présidente Edmonde Lantier, son épouse, un sac d'os revêche qui fait chambre à part depuis leur premier anniversaire de mariage. Le président glisse un œil vers le tiroir entrouvert de son bureau. On y aperçoit un agrandissement sur papier chamois d'un des clichés de Vatimille, magnifiant les rondeurs laiteuses de Garance. Charles Urbain, me permettez-vous un conseil entre hommes? Si j'étais vous, je rentrerais bien vite dans mes foyers et j'irais m'assurer personnellement que cette cuisante aventure n'a laissé aucune trace. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Vous avez été captivé par cette histoire de Pierre Bellemare? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de laisser une note à ce podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Nous sommes le 3 décembre et c'est le jour de la Sainte-Barbe. Une fête qui se célèbre rarement en famille. Il y a peu de femmes et de jeunes filles qui répondent au prénom, il faut bien le dire, à ces disgracieux de Barbe. Pourtant, il y a une corporation qui fête la Sainte-Barbe. Ce sont les pompiers, dont elle est la patronne. Et ce 3 décembre 1949, donc, comme tous les ans, un banquet réunit à Abbeville tous les pompiers de la région. La soirée se prolonge, l'atmosphère est à l'euphorie. Quant au digestif, la sonnerie du téléphone retentit.
C'est le maire de Lyoncourt, un gros bourg de la région, qui alerte les sapeurs-pompiers de sa commune. La ferme d'Alphonse Leroy est en train de brûler. Il faut que vous veniez tout de suite. Sans rechigner, parce qu'ils ont le sens du devoir, les pompiers de Lyoncourt quittent donc leurs collègues en plein banquet. Un quart d'heure plus tard, ils sont sur les lieux, c'est hélas pour constater que le feu a pris avec une rare violence, et après une nuit entière d'efforts, ils parviennent enfin à maîtriser le sinistre, mais il ne reste plus rien de la ferme d'Alphonse Leroy. Celui-ci est un vieil homme, en robe de chambre, entouré de ses enfants, de petits-enfants. Il regarde la fumée s'échapper de ce qui fut sa maison. Il hoche la tête sans relâche. Visiblement, c'est un coup très dur pour lui. S'il y survit, il est à craindre qu'il n'y laisse la raison. Le maire de la commune prend à part Thierry Leroy, le fils aîné d'Alphonse. J'aime pas ça. Ce feu, il est parti trop vite. Beaucoup trop vite. Vous pensez à un incendiaire? Oui. Et si c'est le cas, il recommencera. Il recommence toujours, ces gars-là. Il n'y a pas d'enquête après l'incendie de la ferme d'Alphonse Leroy. D'abord, parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il s'agisse d'un acte criminel. Ensuite, parce que, de toute manière, les gendarmes n'en ont pas le temps. Le lendemain, 4 décembre, à la même heure, vers 11 heures du soir, c'est la ferme de Thierry Leroy qui brûle. Les pompiers, le maire et une partie de la population s'emploient à combattre l'incendie. Mais c'est tout aussi inutile que la nuit précédente. Le feu est trop violent. Cette fois, il n'y a plus de doute. Il y a bien un incendiaire à Lyoncourt. Au matin, le capitaine de gendarmerie Chevrier arrive sur place avec plusieurs de ses hommes. Malgré les recherches, on n'a pas pu trouver dans les décombres des 2 maisons des bidons d'essence ou des indices prouvant l'attentat criminel. Mais l'hésitation n'est pas permise. Ces incendies, frappant la même famille 2 jours de suite, ne peuvent être des coïncidences. Après avoir vainement tenté d'interroger Alphonse Leroy, le patriarche, qui depuis l'incendie de sa maison n'a visiblement plus toute sa tête, le capitaine Chevrier questionne son fils Thierry, la seconde victime. Enfin, vous êtes l'une des plus grosses familles de cultivateurs de Lyoncourt. Cela peut susciter des jalousies, des ennemis. Tâchez de chercher. Est-ce que quelqu'un pourrait vous en vouloir? Thierry Leroy secoue la tête. Il s'est déjà posé la question. Non, franchement, je vois pas. Enfin, vous avez des employés, des journaliers, des domestiques. Vous n'avez pas renvoyé quelqu'un récemment? Non, justement pas. Nous n'avons eu aucun problème avec le personnel depuis des années. Non, notre famille n'a pas d'ennemis. Vous en avez pourtant un. Mais ne vous inquiétez pas, Lyoncourt n'est pas si grand. Je le retrouverai avant qu'il ne recommence. Pourtant, l'enquête ne donne rien. Pendant 3 jours, le capitaine Chevrier interroge en vain les habitants du bourg. La nuit, des gendarmes patrouillent dans les rues. Ils sont renforcés par une équipe de volontaires sous la direction du maire. Bien entendu, les abords de la dernière maison des Leroy, celle de Raphaël, le frère de Thierry, où s'est réfugiée toute la famille, sont particulièrement surveillés. Et puis, la 3e nuit, une lueur subite illumine Lyoncourt, une lueur bien connue. Aussitôt, les habitants qui ne dormaient que d'un œil sortent de chez eux en chemise de nuit ou en pyjama. On dirait que c'est la ferme de Raphaël Leroy. Pardé! Où cela pourrait-il brûler ailleurs? C'est bien la dernière ferme des Leroy qui est en train de brûler. Comme les 2 précédents, l'incendie a une violence redoutable. La maison aux murs épais se tord dans les flammes, et la malheureuse famille Leroy regarde s'envoler en fumée la dernière possession qu'elle avait. Après une nuit d'efforts, le maire vient trouver Thierry Leroy la tête basse. Je ne comprends rien. Et les gendarmes qui faisaient leur ronde, et nous étions plusieurs à patrouiller. Nous sommes passés devant chez vous à 11 heures. Et à 11h05, il y avait le feu. Thierry, atterré, ne répond pas. Seul fait écho aux paroles du maire le rire du vieil Alphonse Leroy, un rire dément. Cette fois, le capitaine Chevrier est décidé à frapper un grand coup. Sous ses ordres, une 20aine de gendarmes investissent Lyoncourt. Les perquisitions se multiplient, les interrogatoires se succèdent. Mais cette énergie est superflue, car les habitants en ont assez. Ils ont réfléchi eux aussi, et ils viennent trouver spontanément le capitaine pour lui faire part de leurs soupçons. Ils sont unanimes. Tout le monde accuse Michel Rémy, 27 ans, employé chez les Camus,
qui sont, avec les Leroy, l'autre famille importante de Lyoncourt. Les griefs contre le jeune homme sont minces. En fait, c'est la boulangère qui les résume le mieux. Écoutez, c'est quelqu'un de pas normal qui a allumé les incendies, n'est-ce pas? Eh bien, le Michel, il a 27 ans et il vit toujours avec sa mère. On le voit jamais avec les filles. Et ça, c'est pas normal. Le capitaine et les gendarmes se rendent immédiatement chez lui. C'est un grand garçon filiforme aux cheveux poils de carotte. Il a gardé en effet quelque chose d'enfantin dans son expression. En voyant le capitaine et les gendarmes, il bredouille. « Maman n'est pas là. »« Oh, ce n'est pas elle que nous venons voir, c'est toi. Nous voulons voir ta chambre. » La fouille est un jeu d'enfant. La chambre de Michel Rémy est sous les toits. Une feuille de contreplaqué fait office de plafond. Elle est rapidement démontée et de cette cachette, les gendarmes retirent un véritable arsenal. Un fusil mitrailleur, une carabine américaine, un stock de cartouches, 2 grenades incendiaires allemandes, 2 boîtes de détonateurs, un assortiment de bouteilles de phosphore, sans parler des mèches et de la poudre. Bref, il y a de quoi faire sauter tout le village. Pendant que ses collègues fouillent dans le faux plafond, un gendarme inspecte le contenu de l'armoire à linge. Il en sort une boîte à chaussures. Et en l'apercevant, Michel Rémy, qui était jusque-là resté sans réaction, pousse un cri, se précipite, tente d'arracher l'objet. Il faut que les policiers se mettent à plusieurs pour le maîtriser. Le capitaine Chevrier ouvre la boîte et fait un geste de surprise. Ah non, non, ce n'est pas la machine infernale qu'il s'attendait à découvrir, mais des sous-vêtements féminins. Un soutien-gorge, une culotte, 2 paires de bas. Et l'identité de la propriétaire n'est pas difficile à établir. La photographie d'une jeune fille accompagne ces fétiches. Le capitaine la considère attentivement et la mémoire lui revient. Oui, il la connaît. Il l'a déjà vue au cours de son enquête. C'est la fille de Thierry Leroy. Michel Rémy tremble de tous ses membres. Ces choses-là, tu les as volées à la fille de Thierry Leroy. Sans pouvoir répondre, le jeune homme fait oui de la tête. Elle n'est pas au courant de tes sentiments. Tu n'as rien osé lui dire. Michel Rémy fait non. Tu n'as pas osé parce que tu sais que ses parents ne seraient jamais d'accord. Et c'est pour cela, pour te venger, que tu as incendié les 3 fermes Leroy. Oui, c'était pour me venger. Avec quoi as-tu mis le feu? Avec des grenades incendiaires. Peu après, les menottes au poignet, Michel Rémy monte dans la voiture des gendarmes et les habitants de Lyoncourt poussent un soupir de soulagement en le voyant passer. Effectivement, tout se tient. Michel Rémy avait les moyens de commettre ces attentats et il avait aussi un mobile, puéril certes, mais qui concorde avec sa personnalité un peu simple. Le capitaine Chevrier peut être légitimement content de lui. Et pourtant, l'affaire des incendiaires de Lyoncourt est loin d'être terminée. En apprenant la nouvelle, Madame Rémy mère, qui n'était pas là lors de l'arrestation de son fils, se précipite chez les gendarmes. La pauvre femme est bouleversée, effondrée. Mais ce n'est pas lui, il n'a rien fait. Voyons, madame, il a tout avoué. Alors il a menti. Je ne sais pas pourquoi il a menti, mais j'en suis sûr, il a menti. Je ne sais qu'une chose, ce n'est pas lui. Il était à la maison quand les incendies ont eu lieu, les 3. Vous m'entendez? Il était à la maison pour les 3. Le capitaine Chevrier n'est pas autrement impressionné. Ce ne serait pas la première fois qu'une mère ferait un faux témoignage pour innocenter son fils. De toute manière, je devais l'arrêter pour détention d'armes de guerre. Pour le reste, c'est la justice qui décidera. La cause est entendue. Michel Rémy est inculpé de détention de matériel de guerre et d'incendie volontaire, un chef d'accusation très lourd qui peut lui valoir la prison à perpétuité. Les jours passent, mais à Lyoncourt, l'état d'esprit change. Madame Rémy répète à tout le monde que c'est une erreur, que son fils était à la maison les jours des incendies. Et il y a de plus en plus de gens pour la croire. Le curé en fait partie. Il prend même la tête d'une campagne pour réclamer la libération de Michel. Il le connaît bien, il a un cœur d'or, et évidemment, il y a sa passion un peu infantile pour les armes de guerre. Après le départ des Allemands et des Américains, il a eu tort de voler du matériel militaire.
Mais il était incapable de mettre le feu. Madame Rémy dit vrai quand elle affirme qu'il était à la maison. Ce n'est pas lui. Une pétition circule qui recueille la signature des 2 tiers des habitants de Lyoncourt, mais elle n'a aucun effet. Michel Rémy passera en justice. Et la justice est lente. Il doit rester 15 mois en détention préventive avant que son cas arrive devant la cour d'assises d'Amiens. C'est un bien curieux procès. L'accusé, qui vient de faire plus d'1 an de prison, est considéré par tout le monde comme un innocent. Les témoins succèdent à la barre pour le dire. La déposition du curé impressionne particulièrement les jurés. Il insiste sur le mécanisme psychologique qui a déterminé les aveux de Michel. Quand les gendarmes ont trouvé les sous-vêtements féminins, il a été saisi de panique. Son secret venait d'être découvert. Dans le désarroi et la honte indicibles qui se sont emparés de lui à ce moment-là, il a avoué. Il a avoué parce qu'il se sentait effectivement coupable, mais d'autre chose. Le procureur renonce à requérir une peine contre l'accusé, n'étant pas absolument certain de sa culpabilité. Et après un plaidoyer de pure forme et une délibération d'une rapidité record, Michel Rémy est acquitté pour les incendies, même s'il est condamné à 6 mois de prison pour détention d'armes de guerre, peine largement couverte par sa détention préventive. Mais ce dénouement ne met pas un point final à l'affaire, au contraire. Si Michel Rémy est innocent, c'est donc quelqu'un d'autre qui est coupable. Et du coup, l'enquête redémarre. Cette fois, le capitaine Chevrier oriente ses recherches d'une manière toute différente. Le point capital est le 3e incendie. Cette nuit-là, il y avait 2 groupes qui patrouillaient dans les rues de Lyoncourt. Les gendarmes d'une part, le maire et ses volontaires d'autre part. Et tous surveillaient particulièrement la dernière des fermes Leroy. Comment, dans ces conditions, l'incendiaire a-t-il pu passer inaperçu? Il n'y a qu'une réponse à cette question. L'incendiaire n'est pas venu du dehors, mais de l'intérieur. Il faisait partie de la famille Leroy ou de son entourage. L'enquête du capitaine Chevrier écarte rapidement les domestiques. Ils ont tous des alibis pour l'un au moins des 3 incendies. Le capitaine écarte aussi les membres de la famille. Il ne s'agit pas d'une escroquerie à l'assurance. Ils n'étaient pas assurés et ces incendies sont pour eux une véritable ruine. Enfin, il les écarte tous, sauf un. Sauf celui qui se trouvait chaque fois sur les lieux au moment du sinistre. Le vieil Alphonse Leroy était seul chez lui quand sa maison a brûlé. Il a été ensuite recueilli chez son fils Thierry, puis chez son autre fils Raphaël, et il était chez eux la nuit des incendies. Le mobile? Le capitaine Chevrier ne le connaîtra jamais, ou plutôt, il n'y en a pas. Quand il interroge le vieil homme, il ne peut tirer de lui que des phrases incohérentes. Ce n'est pas à la suite de l'incendie de sa ferme qu'Alphonse Leroy a perdu sa raison. C'est avant. Alors on l'a enfermé à l'asile psychiatrique. Et cette fois, l'affaire était définitivement close. Il n'y avait plus d'incendiaire à Lyoncourt. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Vous avez été captivé par cette histoire de Pierre Bellemare? Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de laisser une note à ce podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Raison et passion sont-elles incompatibles? Ce débat a alimenté la tragédie classique, mais est-il réellement d'un autre âge? Eh bien, j'ai tendance à croire que non, si je me réfère à l'histoire paradoxale que je vous propose de regarder maintenant. Alors, le personnage, celui qui est au cœur de cette affaire, s'appelle Didier S. À l'époque des faits, nous sommes à la fin des années 70, il dirige une firme de produits chimiques et ses ambitions professionnelles sont sans limite. Immensément riche, inflexible en affaires, Didier a épousé Florence, une femme ravissante, qui a un enfant d'une 12aine d'années, Maya, d'un premier mariage. Un soir, Didier regagne la splendide villa qu'il partage avec les siens. Un soir qui pourrait ressembler à tous les autres soirs.
Je me souviens parfaitement de cette époque. Je venais de racheter une petite entreprise qui m'avait donné du fil à retordre. Professionnellement, j'étais un fonceur. J'avais eu cette petite peur de la cinquantaine, de lâcher un peu les affaires. Avec ma femme, nous étions sur la même longueur d'onde. Elle tolérait toutes mes absences. Je savais qu'elle aimait cette vie que je lui procurais et que pour rien au monde, elle aurait risqué d'en changer. Par contre, nous n'avons pas eu d'enfant. J'étais sans doute trop égoïste, trop exclusif. Je ne voulais pas partager, je l'aimais trop. Et puis, au niveau de la maternité, elle n'était pas frustrée. Elle avait Maya. Monsieur S, mais il était souvent absente chez lui. Ça, on ne peut pas dire qu'on le voyait beaucoup à la maison. Et forcément, sa femme, elle en profitait, hein. Je me suis pas rendu compte tout de suite de tout, mais quand Monsieur S n'était pas là, elle était différente. On la voyait plus dehors, elle était toute excitée. Si j'avais su. Un soir, il était rentré un peu moins tard que d'habitude. Ils étaient tous les deux dans le salon en train de boire un verre après le dîner. Moi, je l'appelais le salon du soir. J'étais en train de débarrasser les tasses et puis il annonce à madame qu'il va se coucher. Rien d'anormal. Et il lui dit « Comment va Maya ?»« Ah, parce que tu t'intéresses à Maya, toi, qu'elle lui dit. » Et c'est vrai qu'il prenait jamais de nouvelles de la petite, hein. Il lui répond « Bien sûr que je m'intéresse à Maya puisqu'elle s'intéresse à moi. Elle a envie de me tuer depuis toujours. » Oh, alors là, j'étais sciée qu'il puisse dire un truc pareil, quoi. Oh, non mais attendez, vous vous rendez compte? Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Bizarre? Le mot est faible pour définir les propos de Didier. Il convient mieux pour évoquer la personnalité de Maya, sa belle-fille. C'est une adolescente étrange, en rébellion avec son milieu social. Elle aime fréquenter les blousons noirs et voue un culte à James Dean. Son antipathie pour Didier n'est un secret pour personne. Mais de là à vouloir le tuer, il y a un fossé. Ta fille rêve de me tuer. C'est néanmoins sur cette phrase qui est tombée comme un coup près que le couple va se coucher, chacun dans sa chambre. Vous savez, j'avais 12 ans, c'est un peu vieux maintenant. J'étais dans mon très blouson noir. Contraire de ma mère qui ressemblait plutôt à une Barbie. Ce qui est vrai, c'est que je détestais mon beau-père. Il s'occupait jamais de moi, il y en avait que pour elle. Du coup, quand ils étaient ensemble, j'étais complètement évincée. Heureusement, il partait souvent en voyage. Non, celui que j'aimais bien, c'était le petit copain de ma mère, Eric. Normal, il avait 25 ans, il était mignon, et il me laissait passer du temps avec maman, lui. Le soir en question, je me rappelle qu'ils m'ont demandé de les aider à faire une blague à Didier. Une blague? Il me prenait vraiment pour une idiote. J'ai vite compris qu'ils voulaient le tuer. J'étais pas contre, d'ailleurs. Je devais ouvrir la porte à Eric à 2h du matin. Il est arrivé avec un fil à la main pour électrocuter Didier. J'aurais bien voulu que ça marche. Mais le fil était trop court. André Baudier, inspecteur de police aujourd'hui à la retraite, était chargé de l'affaire à l'époque. C'était un de ses premiers dossiers à la criminelle. Et pour un début, il allait être servi. Quand j'ai été saisi du dossier, il a fallu reconstituer toutes les étapes. La première tentative, c'était avec un câble électrique que l'amant avait branché sur une ligne à haute tension. Ils avaient décidé d'aller électrifier le bonhomme dans son sommeil. Évidemment, ça a raté complètement, hein. Je crois me rappeler que le fil était trop court. L'épouse n'avait pas mis la main à la pâte. C'est l'amant et la fille qui ont tout opéré. Vous parlez d'un couple, hein. Le lendemain, mon beau-père, il a fait comme si de rien n'était au petit-déj. Nous, avec le bruit qu'on avait fait, on s'est dit qu'il avait forcément entendu quelque chose. Quand il m'a demandé si j'avais bien dormi, j'ai cru deviner un peu d'ironie. Mais bon. En tout cas, quand il est parti en embrassant tendrement maman, on s'est tous demandé s'il avait compris ou non.
Moi, j'ai une assez bonne mémoire. Je pourrais pas vous dire tout ce qui s'est passé tous les matins de ma vie, hein. Mais ce matin-là, je peux vous assurer que tout était normal, hein. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Mais moi, je prends mon service à 7h30 pour préparer le café et je ne pouvais quand même pas m'empêcher de penser à cette phrase de monsieur sur Maya qui voulait le tuer. Ça me chiffonnait un peu. Je regardais la gamine et je me disais, que oui, finalement, elle aurait très bien pu le faire. Enfin, le tuer, je veux dire, hein. Puis cette fille m'inquiétait, quoi. Franchement, hein, elle était, vous voyez, trop intelligente pour son âge, trop dure, un petit monstre, en fait. C'est après quelques mois que maman a remis ça. Parce que c'est elle qui voulait le tuer, pas moi. J'en ai marre qu'on mette ça sur le dos. Elle était dans le salon. Je m'en souviens parce qu'il y avait une photo de Didier dans un cadre en argent massif. Ça me faisait rire. Il la quittait jamais vraiment, en fait. Maman avait lu dans un article qu'il existait un poisson au Japon dont les viscères contiennent un poison. Moi, ça me faisait rêver ces histoires de poissons mortels. C'était comme dans les polars. Je sais pas comment Eric et maman ont fait pour faire venir ce poisson du Japon. En tout cas, un soir, maman elle a badigeonné l'assiette de Didier avec ce poison. Et ça a été une franche réussite, comme vous le savez. Je me souviens aussi de ce soir-là, j'ai piqué un phare quand le patron m'a dit « Martine, l'assiette ne sent pas bon, vous l'avez peut-être mal nettoyée, redonnez-moi une autre. » Oh, mais c'était la première fois qu'on me disait ça de ma vie, quoi. J'étais rouge de honte. Et puis madame a téléphoné, elle a raccroché et il y a dit « Tu téléphones à ton amant? Tu te sens seule, ma chérie ?» Et après, en y repensant, je me dis que si ça se trouve, elle avait déjà tout compris, hein. Les histoires incroyables. Qu'a compris en effet Didier S? A-t-il mis à jour le complot? Mais dans ce cas, comment expliquer qu'en dépit de la menace de mort qui plane sur lui, il poursuive son existence sans se soucier du danger? Car les amants n'ont pas renoncé à leur projet machiavélique. Un peu plus tard, Eric fait l'acquisition d'une carabine. Il recrute un tueur à gages auquel il offre 40 000 € pour exécuter l'homme d'affaires. Et pour une raison jamais élucidée, le tueur se désiste. Didier S n'est pas à l'abri pour autant. Je rentrais chez moi et comme d'habitude, je m'étais raté pour ouvrir le portail. Au moment de remonter dans ma voiture, j'ai entendu un bruit et j'ai ressenti une douleur atroce dans le ventre. Puis j'ai vu 2 types qui s'enfuyaient devant moi. Puis je me suis écroulé. Florence, en entendant les détonations, est arrivée. Elle pleurait. Je l'ai rassurée. Je lui ai dit, tu te rends compte? Ils étaient 2 hommes et ils m'ont raté. Appelle la police. Elle avait eu tellement peur. Elle était si pâle. Les coups de feu l'ont atteint dans le ventre. Il en a reçu 2 exactement sur les 3 qui ont été tirés. Enfin, il s'en est bien sorti. Notre enquête a vite progressé, en fait, puisqu'on a très vite découvert l'existence de l'amant. Florence S lui payait son loyer et lui versait de l'argent pour le quotidien et même pour la pension d'une de ses dernières femmes. Lui, il voulait que l'héritage. C'était très clair, il en avait parlé à tout son entourage. La petite nous a tout confirmé. C'est incroyable, elle savait tout. Et elle nous a même dit, Eric est un imbécile. Ils n'ont pas su s'y prendre. Moi, j'aurais mieux fait qu'eux. Non mais vous vous rendez compte que j'étais au service d'une criminelle? De 2 même si on compte la fille. Et d'un fou par-dessus le marché, parce que monsieur S s'est bien passé pour un fou pendant le procès, hein. Il a dit, et ça je m'en souviens parce que je ne loupais aucune audience, que oui, il savait que sa femme avait un amant, que oui, que cet amant en voulait à son argent, que sa belle-fille le détestait. Il ne voulait pas que sa femme aille en prison. Maya, il s'en foutait, elle est allée dans un établissement pour mineurs et puis elle en est ressortie. L'amant, lui, il a croupi en prison pour combien de temps? Ça, j'en sais rien. Et pour sa femme, il a pris les meilleurs avocats. Il a payé une caution faramineuse pour la libérer avant le procès.
Il a même fait construire une piscine dans le jardin pour quand elle sortirait. Mais attendez, moi je veux bien organiser des assassinats pour me faire gâter comme ça, hein. L'attitude de Didier S. est décidément totalement incompréhensible. Au cours du procès, il provoque la stupeur du juge et du jury en prenant avec acharnement la défense de sa femme, de celle qui, non contente de le tromper et de dilapider sa fortune, a attenté à sa vie à de nombreuses reprises. Ainsi, l'homme d'affaires s'en prend-il violemment à l'administration pénitentiaire. Il lui reproche de contraindre sa femme à des travaux pénibles et de mettre sa santé en péril. L'avocat général sidéré tente de le faire taire, mais sans succès. Didier S. s'entête et il poursuit sa plaidoirie. Le procureur était démonté. Il lui dit, mais enfin, 2 balles dans le ventre, c'est une réussite. Et non, monsieur, c'est un triomphe. J'ai été envoyée dans une maison de correction. Évidemment, ça m'a changé d'ambiance. Mais ça m'a fait du bien. Surtout d'être loin de mon beau-père et de ma mère. Puis ça m'a calmée. Paraît que j'étais complètement barge au moment du procès. J'ai fait le vide depuis. Je vois toujours mon analyste, je prends des calmants. Je suis psychomaniaco-dépressive. Vous comprenez? Ma mère, elle est restée longtemps en prison, et puis elle est morte d'un cancer très jeune, à 48 ans. J'ai pas revu mon beau-père. Je me suis toujours demandé s'il était dupe. Il aimait ma mère, c'est sûr, mais... c'est un peu maso, non? Je n'ai jamais admis qu'on puisse faire du mal à Florence. Même si elle avait essayé de me tuer sous l'influence d'une tierce personne. C'était pas si grave. J'avais pris 2 balles dans le ventre, mais il n'en reste plus rien. Et puis vous savez, lorsque je l'ai fait sortir de prison quelques semaines avant son procès, j'ai organisé une seconde lune de miel. Ça a été un voyage inoubliable. Elle était si belle. Les gens m'ont dit que j'étais fou, que c'était pas normal. Vous savez, la normalité, c'est pas passionnant. J'ai jamais pu remplacer Florence. Amour-passion ou amour aveugle? Quel sentiment Didier a-t-il nourri à l'égard de Florence pendant toutes ces années? Était-il suicidaire? Souhaitait-il mourir de la main de sa femme? Ou sa passion pour elle l'avait-elle rendu fou? Il est difficile d'apporter des réponses satisfaisantes à des questions aussi complexes. Je ne m'y risquerai pas. À chacun de se forger une opinion. Et puis, tenez, pour conclure, citons l'un des vers les plus célèbres de Corneille. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Nous avons tous rabâché les fables de La Fontaine sur les bancs de l'école, sans toujours bien comprendre leur portée morale et philosophique. C'est généralement plus tard, une fois adultes, que nous les apprécions à leur juste valeur. Pour ma part, je ne me lasse pas de les relire et de m'émerveiller à l'instar de Nicolas, un étudiant en lettres de 20 ans. Le 31 décembre 1999, Nicolas se trouve dans la gare de Rennes sur le quai numéro 2. C'est la cohue des grands soirs de départ. Le jeune homme se fraye un chemin pour rejoindre son train. Soudain, pris dans la bousculade, il perd son portefeuille qui se vide dans les escaliers. Affairé à rassembler son modeste bien, il entend désespéré les portes des wagons claquer derrière lui. Il est 20 heures. Nicolas devra se contenter de lui-même pour fêter le passage à la nouvelle année. J'étais juste sur l'horloge de la gare de Rennes en train de recompter mon argent pour voir si je pouvais me payer un taxi. C'est pas avec ce que je venais de gagner dans mes cours particuliers que je pouvais aller loin. J'étais furax. Je regardais les gens qui s'apprêtaient à vibrer toute la nuit. C'était le passage à l'an 2000 quand même. À ce moment-là, un homme est venu dans ma direction. La quarantaine, les tempes grisonnantes, l'homme à la carrure massive porte un manteau noir et des gants en cuir. Quand il aperçoit Nicolas, il s'en approche et lui glisse furtivement à l'oreille « Maître Corbeau sur un arbre perché ». Moi, comme par réflexe, je lui ai répondu « Tenez dans son bec un fromage ». Ah, les fables, je les connaissais par cœur, hein. Et sans que je comprenne pourquoi, ce type me dit « Rendez-vous à minuit précise devant le 183 avenue Gabriel Péri ». Je sais pas, j'ai dû hocher la tête comme pour dire d'accord. En fait, je savais pas trop à quoi il ressemblait. Je devais juste prendre le contact. On me dit qu'il se trouverait sous l'horloge à 20h15, qu'il fouillerait dans son portefeuille et qu'il connaissait la fable.
tout correspondait. Enfin, presque. Il allait partir quand il s'est retourné vers moi après avoir regardé l'horloge. Il m'a dit, là, vous avez 6 minutes d'avance. Ce soir, c'est à l'heure précise, pas plus. Et il a filé. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, sur le coup, mais j'ai noté l'adresse pour être sûr de m'en rappeler. Pourquoi faire, ça, j'en sais rien. Oh, d'accord, je venais de rater ma soirée, mais bon. J'ai rejoint mes collègues, j'aurais dit que tout s'était bien passé. Le rendez-vous était pris. Bon, que le mec, il me paraissait un peu jeune pour ce type de boulot. Mais ils m'ont répondu que du moment que ça savait conduire, et vite si possible, c'est tout ce qu'on lui demandait. J'allais partir, quand à 20h15 précise, un homme est venu sous l'horloge, a sorti son portefeuille et a commencé à compter son argent. Exactement les mêmes gestes que moi 5 minutes avant. Ça a fait tilt. Ça devait être un signe de reconnaissance ou quelque chose comme ça. C'était un petit peu le même genre de bonhomme, avec un chapeau mou, des gants, une fine moustache. Je me suis approché de lui et je lui ai chuchoté à l'oreille, Maître Corbeau sur un arbre perché. Et lui qui me répond, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et hop, il part dans la foule. C'était le contact, le vrai contact. J'ai fait le malin, mais je commençais à cogiter et à avoir la trouille. Je me retrouvais dans une affaire pour le moins bizarre et ça sentait le coup fourré. Des espions, des terroristes, les agents secrets. J'en sais rien. À ce moment-là, j'ai préféré aller voir la police. Non, je l'ai pas cru, le gamin. C'était quoi cette histoire de gare, de complot, présumé, de fable? Non, je vous promets, en 30 ans de carrière, j'avais jamais entendu une telle histoire. Et pourtant... J'ai donné tous les détails. Le rendez-vous sous l'horloge, ce premier type qui est venu me voir, le mot de passe, le rendez-vous, bien sûr, et le deuxième personnage. J'ai même décrit à l'inspecteur physiquement les deux personnes. Je pensais qu'il allait me montrer un classeur, comme dans les films, avec le portrait des personnes recherchées ou les personnes qui venaient de sortir de prison. Bah non, même pas. Nicolas est soulagé. Après tout, n'a-t-il pas rempli son devoir de citoyen en signalant l'incident à la police? Néanmoins, si l'inspecteur Dupuis l'a écouté d'une oreille incrédule, son récit n'a pas échappé à la curiosité d'un policier stagiaire. Ouais, ça, l'histoire conjugale, c'est fini, ça, c'est culturel. Faut se mettre dessus, hein. Je venais à peine de rejoindre la brigade, c'était mon premier poste. Bon, vous pouvez comprendre que on n'est pas là pour faire des preuves d'initiative personnelle quand on arrive dans une brigade. Pourtant, quand j'ai entendu la discussion entre le jeune homme et l'inspecteur Dupuis, j'ai pas pu m'empêcher de m'intéresser à cette histoire. J'allais sortir du commissariat quand il y a un jeune policier qui est venu me voir, Marshall, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il m'a demandé de le suivre à la cafétéria pour lui raconter ce que je venais de dire à l'inspecteur. Alors je lui resserre les mêmes choses, le rendez-vous, le premier type, la fable, l'adresse, le deuxième type. Et puis je sais pas pourquoi sur lui ça avait l'air de prendre. Bah, peut-être parce qu'on avait à peu près le même âge. Ça me paraissait effectivement farfelu comme récit. Le jeune homme me paraissait quand même sincère. Et à ce moment-là, je lui ai demandé de rester 10 minutes, de patienter 10 minutes pour pouvoir en parler à mon chef. Il paraissait convaincu par l'histoire, ou du moins, il a réussi à me convaincre que ça valait peut-être le coup d'aller faire un saut à l'adresse du rendez-vous. Nous y sommes allés avec le jeune homme, et comme prévu... Il y avait rien. Ou en tout cas presque rien, juste une agence immobilière, je crois. Il était 10h, la rue était complètement déserte. Je suis descendu de la voiture pour faire un petit tour, voir si je voyais un des deux types de la gare. Les deux policiers sont venus avec moi, mais très rapidement, le plus vieux, l'inspecteur, a dit quelque chose du genre « Allez hop, on n'a pas que ça à faire, on y va ». J'étais pas furieux du tout, mais il fallait rentrer au commissariat parce que, en général, les nuits de réveillon se foncent moins calmes. Et là, c'était quand même la nuit de l'an 2000. Donc on a repris la voiture, on a déposé le gamin au centre-ville et on est retourné à nos dossiers. Pourtant, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que le gamin lâcherait pas l'affaire. Il est 23h quand Nicolas se retrouve seul, son sac sur le dos au cœur de Rennes. En dépit du froid qui brûle les visages et de la bruine qui glace les os, les bars sont pleins et des groupes de fêtards déambulent dans les rues. Le passage à l'an 2000 approche dans la fébrilité. Sur la place, il y avait un groupe d'une dizaine de personnes qui buvaient, qui chantaient. Je me suis joint à eux pour avoir un petit peu l'impression de participer à la fête, quoi. Et je m'en voulais quand même un petit peu d'avoir emmené le jeune policier dans cette affaire. Mais bon. En revenant donc au bureau, et j'ai eu le droit à une petite leçon de mon chef.
C'était tout à fait normal. Il est resté courtois, je peux même dire paternaliste. Et je me souviens encore, il me disait « Marshall, c'est pas très grave, vous êtes jeune, vous êtes là pour apprendre. » Bon. Et puis rapidement, les premières interventions liées au dérapage du réveillon m'ont remis les pieds sur terre. On était à 1 demi-heure du passage à l'an 2000, donc 1 demi-heure avant le fameux rendez-vous. Et à ce moment-là, ça me revient. À la gare, le bonhomme, il m'avait dit devant le 183. C'était peut-être qu'un point de rendez-vous pour se retrouver et aller ailleurs ensemble. Je sais pas ce qui me prenait, mais il fallait que j'y aille, c'était plus fort que moi. J'ai profité du départ d'une des filles de la bande pour lui demander de me déposer pas loin du 183. Je voulais pas que les types de la gare la voient. Il devait être -5 quand on est arrivé sur l'avenue Gabriel-Péri. Je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment, alors j'ai demandé au chauffeur de la première voiture d'aller se garer un peu plus loin, histoire de surveiller un peu le quartier et voir. Il y avait personne. Et à minuit pile, le contact est arrivé comme prévu devant le 183. Il y a une première voiture qui est arrivée. Une énorme berline allemande noire. Je me rappelle, j'ai tout de suite vu, à côté du conducteur, le type de la gare. On a échangé quelques mots, mais je me rappelle absolument pas quoi, tellement j'étais terrorisé. C'est que ça rigolait plus, là, c'était bel et bien réel. Bon, le gars, il avait l'air un peu inquiet, mais en même temps, dans ce genre d'opération, on n'emmène pas très large, quoi. Donc, je lui ai quand même demandé par réflexe s'il avait déjà conduit ce type de voiture. Il y a une deuxième voiture qui est arrivée, un même monstre. Moi, j'avais mon permis depuis à peine 6 mois, et à part la petite voiture de ma mère, j'avais jamais rien conduit d'autre. Et le type me dit, ça c'est ta voiture, tu prends le volant, tu nous suis. Je suis monté dans la voiture, et là, je me suis retrouvé à côté d'une espèce de masse, un monstre, qui comme première parole m'a dit, et ça, je peux vous dire que je m'en rappellerai toute ma vie, il m'a fait, t'as vu, il est beau, mon joujou, il est tout neuf. Merde, une arme, un pistolet! Et je peux vous dire que j'y connais rien en armes, mais j'ai senti la sueur couler sur mon front. C'était l'horreur, j'étais tellement terrorisé que j'ai calé au démarrage. Et même fait, oh, Schumacher, attention! J'ai compris plus tard ce qu'il voulait dire. Les histoires incroyables. C'est bien malgré lui que Nicolas est entraîné dans une lointaine banlieue de Rennes, tremblant et terrifié. Au bout de quelques minutes, son voisin le fait stopper sur un terrain vague en bordure d'un centre commercial. La seconde berline se gare à ses côtés. Les images folles et saccadées d'un vieux film policier dansent quelques secondes dans le cerveau enfiévré de l'étudiant. Mais il ne s'agit pas ici d'un scénario ou d'un spectacle. Nicolas est bel et bien plongé dans une réalité dont il est le héros et la victime. J'ai ouvert le coffre, j'ai sorti les armes, les barres. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Le premier s'occupait du vigile, le deuxième du coffre. Et moi et le gamin, on restait dans les voitures à faire le guet, histoire de prévenir au cas où. Et après on filait. C'était un jeu d'enfant, normalement. Quand j'ai vu la tiraille, tout était clair. Je me retrouvais en plein cœur d'un braquage. Et c'est comme ça que je me suis vu avec un bas sur la tête et un flingue posé à côté de moi sur la banquette. J'avais une de ces frousses. Je transpirais, j'avais les mains moites, j'avais envie de hurler. Et c'est que ça rigolait plus, là, c'était bel et bien réel. J'avais tellement la trouille que j'ai failli prendre le flingue et m'enfuir en courant. Je suis resté en contact radio avec les deux autres. Et vraiment tout se passait comme prévu. Ils avaient neutralisé le gardien, le coffre avait sauté. Et j'ai vu les gars revenir avec le bulletin. Enfin, vraiment, ça se passait comme dans un rêve. Bon, j'étais sur le point de craquer, et là j'ai vu cette espèce de colosse arriver vers moi en courant, avec 2 énormes sacs à la main. Je suis sorti de la voiture à toute allure, j'ai ouvert le coffre comme par réflexe, il a tout mis dedans, je suis remonté dans la voiture, j'ai mis le contact, j'ai accéléré comme un dératé, la voiture, l'autre, elle était déjà partie depuis longtemps. Ce qui était très surprenant, c'est que c'était comme s'il y avait moi aussi très peur de me faire attraper. Alors que j'attendais que ça, je contrôlais plus rien, ce qui se passait. Et donc, on est parti à toute allure. Et là, on est arrivé à une espèce de rond-point. Il y a eu plein de lumière, des cris, j'ai entendu des coups de frein, je contrôlais plus rien. Et là, le noir total, quoi. Donc, on était arrivé vers 23h45. C'était 23h45 pour une dispute conjugale, je crois. Pas très loin de l'avenue Gabriel-Péri. Avec une brigade qui, elle, devait faire le tour de la zone industrielle. Et c'est à ce moment-là que j'ai repensé à l'histoire du jeune homme. Et que j'ai demandé donc une dernière fois à l'inspecteur Dupuis si on pouvait aller jeter un œil rapidement et profiter des 3 véhicules de fonction qu'on avait avec la brigade. Ah, j'arrivais pas à le freiner non plus, hein. Là donc on s'est garé discrètement derrière un pavillon.
On a attendu et puis là on a vu nos 2 véhicules en question, donc qui sont 2 berlines allemandes, qui sont arrivés et qui ont filé directement vers le centre commercial. À ce moment-là, donc, je pensais qu'il fallait intervenir tout de suite, mais... Là, je lui ai dit, hein, si le gamin avait dit vrai, il était forcément dans une des 2 voitures et pouvait devenir un otage potentiel. Hein. Donc on les a attendus à la sortie de la zone industrielle, et puis c'est là que le choc a eu lieu. On s'était posté donc à l'unique sortie de la zone industrielle. Il y avait un rond-point, on avait 3 voitures. Chaque voiture bloquait une sortie. C'est là qu'on a vu arriver les 2 berlines à toute allure. On est sorti des véhicules, on a braqué police. Et là... Je me rappelle d'une grosse bosse, et j'avais du mal à ouvrir les yeux, mais je voyais quand même des blouses blanches et des uniformes. Vu comme j'étais dans le gaz, je me suis dit que j'étais à l'hôpital. Et d'ailleurs, à côté de moi, il y avait le jeune policier qui m'a très rapidement expliqué ce qui s'était passé. Et puis le second conducteur, qui apparemment n'a pas eu le temps de réagir, a percuté la première voiture, est parti faire des tonneaux directement sur le terre-plein central. Par miracle, pas de mort, mais quand même 2 blessés, enfin 2 amochés, qui étaient le conducteur et le passager de la deuxième voiture. Et donc, malheureusement, comme on le redoutait, le jeune homme du commissariat... En tout cas, c'était la première grosse affaire que résolvait l'officier Marshall, pour le dire aussi. Bah moi, je tenais surtout à remercier la confiance que m'a fait l'inspecteur Dupuis, parce que je pense que, sincèrement, on aurait... Voilà, ce soir-là, on aurait pu avoir des morts. Grâce à l'entêtement un peu naïf de 2 jeunes gens, les premiers braqueurs de l'an 2000 sont sous les verrous. Tandis que Nicolas se rétablit à l'hôpital de blessures légères, Marshall a droit aux félicitations de ses supérieurs pour l'arrestation de dangereux malfaiteurs. Le second chauffeur de la bande, condamné à 4 ans d'emprisonnement, a été libéré avant d'avoir purgé sa peine. Libéré pour bonne conduite, si je puis dire. Je crois savoir aussi que Nicolas, devenu aujourd'hui instituteur, met une passion toute particulière à enseigner à ses élèves les fables de La Fontaine. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Alexis Pépry est un homme méticuleux. C'est comme cela depuis toujours. Enfant déjà, il avait la passion des chiffres. Au collège, puis au lycée, il calculait les chances qu'il avait d'être interrogé et il apprenait ses leçons en fonction de ses prévisions, ce qui d'ailleurs ne se révélait pas toujours exact et de plus nuisait à ses résultats scolaires. Cela n'a tout de même pas empêché de passer une licence de mathématiques et plus tard d'obtenir un poste de statisticien dans une grande compagnie d'assurance. Il pourrait vous dire par exemple combien de chances sur 1 million vous avez de finir vos jours écrasés sous un autobus ou de gagner seul au loto dans les 6 mois qui suivent. Alors, lorsqu'Alexis, qui ne choisit jamais au hasard la couleur de ses cravates, décide de commettre un meurtre, on devine quel soin il va y mettre. On peut lui faire confiance pour tout peser, même l'impondérable, pour tout prévoir, même l'imprévu, pour tout calculer, même l'infinitésimal. Les grains de sable, par exemple, les fameux grains de sable, eh bien, il se fait fort de les prendre en compte. Le voici donc à l'œuvre. À partir du moment où sa décision criminelle a été prise, c'est une extraordinaire machine à tuer qu'il se met à construire pièce après pièce. C'est Olga, mon enquêtrice, qui est allée à la rencontre des témoins de cette étonnante histoire. Les forêts, les bois, les endroits isolés ont toujours attiré les assassins. Et Alexis Pépry, casier judiciaire vierge, parcours professionnel impeccable, est un assassin. Un assassin en devenir, un assassin qui se prépare, qui se forme, qui se mesure, qui s'entraîne. Préparer le crime parfait, ça se travaille. Rien ne doit être laissé au hasard ou à l'improvisation.
Et Alexis Pépry se veut un génie de la prévision. Il chronomètre le scénario du meurtre qu'il s'apprête à commettre, pas à pas, étape par étape. Alexis a repéré les lieux de son crime à venir. Il a minutieusement calculé les temps nécessaires. Il a prévu les différents empêchements qui pourraient le freiner dans sa décision irrévocable de tuer Inès, cette jeune femme qu'il vient de rencontrer. Allô Inès? C'est Alexis. Est-ce que t'es toujours d'accord pour mardi prochain? Excellent. Mardi alors. Voilà, le rendez-vous est pris. Mardi, Alexis va commettre un meurtre. Dans son esprit maladif et obsessionnel, Alexis éprouve le besoin de répéter et répéter encore les gestes qu'il aura à accomplir le jour fatidique. Il veut réussir le crime parfait. Le jour du meurtre est arrivé. Alexis vérifie une dernière fois, froidement, tout le matériel dont il va avoir besoin. On ne saura jamais ce qui a poussé Alexis à préméditer ce meurtre. Ce jour-là, il attire facilement Inès dans son piège en lui promettant de lui faire découvrir un endroit magique, car il sait qu'Inès aime la nature. C'est une belle journée, non? Magnifique. Inès, elle, semble heureuse de sortir avec ce bel homme élégant, romantique et si prévenant. Tu veux un menu? J'aime bien cet endroit. C'est l'arbre des randonnées. Inès. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une surprise pour toi. Surprise? Tourne-toi. C'est quoi? Tu verras. Ça se mange? C'est doux? Je crois, oui. Alexis. Alexis. C'est une bonne surprise, j'espère. C'est une bonne surprise. Au moment même où Inès court le plus grand danger dans les bras de son assassin, François Larosse décide par un pur hasard de s'arrêter en forêt. Il ne peut pas se douter du drame qui est en train de se dérouler à quelques mètres de là. J'ai peur. Les histoires incroyables. François Larosse est un jeune homme en perdition.
Il avait tout pour être heureux. Une femme charmante, un bon travail. Mais tout lui a échappé. Son entreprise a déposé le bilan, sa femme l'a quitté, il n'a pas réussi à retrouver un emploi. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, François Larosse est devenu un homme aigri, fatigué de vivre et alcoolique. Ce jour-là, ce fameux mardi, il a décidé d'en finir avec cette vie qui part en lambeaux. Ancien chasseur, il va utiliser son fusil pour mettre fin à cette existence minable qui est la sienne. On dirait que le malheur et le drame se sont donné rendez-vous dans cette forêt en ce mardi après-midi. Alors qu'Alexis accomplit méthodiquement son horrible meurtre, presque satisfait de lui-même, François Larosse, à la dérive, s'apprête à commettre l'irréparable. Alexis est d'une efficacité effrayante. Ses nombreuses répétitions macabres lui permettent d'effectuer tous les gestes nécessaires à la perfection. Inès n'est plus qu'un corps encombrant dont il va se débarrasser. À quelques mètres de là, François Larosse est complètement perdu dans ses idées noires. Je supportais plus rien. Les anxiolytiques, le stress, les crises d'angoisse, la solitude. J'ai pas eu le courage d'appuyer. Et puis, j'ai pensé à mon ex-femme, Isabelle. Fallait que je l'appelle. Pour Alexis Pépry, tout semble se dérouler à la perfection. Tout? Non. Dans toutes ses prévisions les plus précises, Alexis avait oublié de calculer la probabilité de se tromper de voiture. Car en effet, François Larosse possède exactement le même modèle, de la même couleur que lui. La coïncidence est incroyable, mais c'est ainsi. Le beau plan d'Alexis Pépry vient de s'écrouler. Il a mis le cadavre d'Inès dans le coffre d'un parfait inconnu. Alexis Pépry ne perd pas une seconde. Hors de question de perdre de vue le cadavre d'Inès. Il va suivre François Larosse. Vous étiez dans quel état d'esprit quand vous êtes rentré chez vous? J'étais dans une sorte de tunnel. J'avais bu, j'étais angoissé. J'étais dans un sale état. Ouais, j'imagine. Mais bon, je pensais qu'il y a une seule chose, c'était appeler Isabelle. Alexis est un garçon froid, méthodique et résolu. Il échafaude un nouveau plan pour récupérer le corps. Rien n'est encore perdu.
il pénètre assez facilement chez François Larosse. François m'a appelé en fin d'après-midi. Il était en larmes, il avait bu, et il m'a dit qu'il avait peur de faire une connerie, si c'est pour reprendre ses mots. Oh là là, ça vous a inquiété? Non, pas vraiment. Écoutez, je commençais à m'habituer à tous ces coups de fil tous les jours. Il m'appelait, il voulait que je revienne. Et vous, vous n'aviez pas envie? Non, François avait plus besoin d'une psychothérapeute que de moi. Alexis peut agir en toute tranquillité. Il va récupérer le corps et reprendre son plan initial là où il l'avait interrompu. Isabelle, faut que tu viennes, Isabelle. Je crois que je vais faire une connerie. Finalement, il élabore un nouveau plan plus sophistiqué. Il va profiter du sommeil d'ivrogne de Larosse pour disséminer chez lui des preuves de son crime. Et Isabelle vous a raccroché au nez. De toute façon, j'étais plus capable d'aligner deux mots. Le mélange médicament-alcool, c'est jamais bon. Remarquez, c'est ce qui m'a sauvé. Mais j'étais plus capable de me foutre en l'air. Alexis Pépry rentre chez lui et récupère tous les objets qui le compromettent dans le meurtre d'Inès.
Pour aiguiller l'enquête vers le domicile de François Larosse, Alexis va appeler la police. Allô, c'est la police? Oui. Oui, c'est pour vous signaler un homme dangereux, dans son jardin. Un fusil à la main, oui. Au 30 rue des Tilleuls. Je vous en prie, intervenez. C'était vers 20h, quand un promeneur nous a appelé pour nous dire qu'il y avait un drôle de type complètement ivre qui brandissait un fusil dans son jardin, voilà. C'était avenue des Tilleuls. Ça a dû vous paraître étrange, non? Étrange, non, pas vraiment, parce que nous, on connaissait Monsieur Larosse, et on savait qu'il avait franchement tendance à boire et qu'il avait un fusil de chasse. Je dois vous dire que quand on est arrivé, il était manifestement dans un état d'ébriété avancé. Ouais. Monsieur Larosse, bonjour, capitaine Venant. On a appris que vous jouiez avec votre fusil de chasse. Hein? C'est ça? On peut le voir, le fusil de chasse, monsieur Larosse? Bon, on va rentrer, hein? Visiblement, ça n'a pas l'air d'aller très fort, hein. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Si, ça va, ça. Bon, d'ailleurs, il tenait à peine debout, hein. Voilà. Alors, c'est par là. Le fusil. Effectivement, ouais. Et il y a les cartouches, là, pour cette arme? Dans le coffre. Eh ben, on va voir ça. Attention à vous. Bah ouais, sont là les cartouches, tiens. Les câbles. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est... Je sais pas. Regardez. Ouais. Oh, c'est pas vrai! Allez, tu bouges plus. Vas-y, bouge plus, vas-y. Mets-y les canettes, là. Allez, reste tranquille. Bouge pas. Mais vous avez ressenti quoi quand vous avez découvert le corps? Le trou noir. Non, vas-y, Allez, vas-y, avance vas-y, doucement. On rentre. Dans la maison. Allez, vas-y. Voilà, tranquille. Voilà. Alexis Pépry, fasciné par son propre meurtre, épie tous les faits et gestes de la police. Allez, Larosse. On y va. Allez, on verra ça tout à l'heure. Vous lui avez demandé ce que le corps faisait dans le coffre? Bien sûr, mais il a prétendu, vous allez rire, que quelqu'un d'autre l'avait mis dans son coffre pendant qu'il dormait. Ouais, et vous l'avez pas cru. Imaginez-vous avec un type en face de vous qui vient de commettre un meurtre et qui est complètement ivre et qui a même pas pris la peine de cacher le corps. Et comment vous avez vécu ces premières heures? J'étais KO. Je comprenais rien à ce qui se passait. Les filles qui venaient, ils me posaient des centaines de questions. Depuis quand je connaissais la fille, pourquoi je l'avais tuée, depuis combien de temps le corps était là, pourquoi j'avais un fusil chargé dans ma voiture. Enfin, j'avais pas le temps de répondre à une question qui m'en posait déjà une autre. Alexis semble obsédé par le capitaine qui suit l'enquête. J'ai donc pris mon fusil. Pourquoi faire? Pour me suicider. Pour me suicider. Bon, et là tu rencontres quelqu'un sur le chemin. On recommence là. Alors, ça. Dis-moi ça. Ça. Bien, c'est quoi? Tu sais, moi, j'ai tout mon temps, là. Alors? Un fusil. Un fusil. Eh ben voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le fusil? Tu braques qui avec le fusil? Et la jeune femme, vous leur avez dit que vous la connaissiez pas avant de la voir dans votre coffre? Mais évidemment. Mais bon, personne ne me croyait. Et vous en pensiez quoi de tout ça? Il fallait que j'arrête de boire. Les histoires incroyables. Pour qu'on ne remonte pas jusqu'à lui, Alexis Pépry a l'ingénieuse idée de faire repeindre sa voiture d'une couleur différente. Changer les quatre pneus aussi. Allez, tu rentres là-dedans. Voilà. Tu vois, on est gentil, on te laisse réfléchir. Alors, profite-en, ok? La capitaine Venant m'a demandé si François m'avait appelé ce jour-là. Je lui ai répété notre conversation.
Allô, faut que tu viennes Isabelle, je crois que je vais faire une connerie. Vous pensiez que votre témoignage pourrait avoir de telles conséquences? Bien sûr que non. Enfin, on m'avait pas dit que François avait été arrêté pour meurtre. Moi, je pensais juste qu'il avait été interpellé parce qu'il avait trop bu et... Enfin, ça lui était déjà arrivé auparavant depuis qu'il déprimait. Ouais, je sais. Alexis Pépry est venu spontanément au commissariat? Oui, parce qu'en fait, il voulait savoir si on n'avait pas eu vent d'un accident dans la région, parce qu'en fait, il n'avait pas retrouvé son amie depuis la veille, il s'inquiétait terriblement pour elle. Ouais. Puis ça m'a fait un drôle d'effet parce que quand il a fait cette description, j'ai tout de suite pensé à la fille qu'on avait trouvée. Et puis, ce que je pouvais faire, c'est que l'emmener à la morgue. Il a reconnu son ami et il a réagi sans les circonstances, c'est-à-dire qu'il était très très choqué. Hein. Et les policiers vous ont dit quoi? Ils m'ont fait comprendre que je resterais en tôle tant que j'avouerais pas le meurtre. Ils m'ont inventé un scénario pas possible. Ils disaient que je l'avais rencontré sur la route en sortant du bar, que je l'avais pris en stop, que je l'avais emmené dans la forêt pour coucher avec elle. Mais comme elle avait pas voulu, je l'avais tuée. Ils ont utilisé les grands moyens pour vous faire craquer, quoi. Moi, c'était pas difficile, j'étais tellement mal. Je me suis même demandé s'ils avaient pas raison. Quoi? Vous doutiez du fait d'avoir tué Inès? J'étais dans une spirale. Ils n'arrêtaient pas de répéter qu'ils avaient mes empreintes partout sur le corps. Ils ont même dit qu'il y avait un témoin qui m'avait vu la faire monter dans ma voiture. Au bout d'un moment, moi, je me suis demandé si je l'avais pas rencontrée, cette fille. J'avais tellement bu ce soir. Si je l'avais vraiment tuée. Quelques jours plus tard, Alexis récupère sa voiture méconnaissable. La police perquisitionne le domicile de François Larosse et ne tarde pas à trouver toutes les preuves dont elle a besoin pour accuser le jeune homme. Préfet Inès Morales, par exemple. Le gros lot. Bienvenue. Allez, au revoir. Ah oui, c'est le rouge à lèvres qui vient aujourd'hui. Je crois qu'à ce moment-là, j'aurais préféré être mort. Bonjour, monsieur Pépry. Bonjour, capitaine. Excusez-nous de vous déranger, mais on vient vous voir à propos de l'enquête. On peut rentrer? Bien sûr. Merci. Je peux vous poser quelques questions? Qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Avec Inès, on avait rendez-vous ici. On devait se voir, passer la soirée ensemble. On s'était donné rendez-vous. Elle n'est pas venue, j'ai fini par m'inquiéter. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai téléphoné et je suis tombé sur son répondeur. Et ensuite? La télé. J'ai regardé Des racines et des ailes. Ah ouais. Vous aimez bien la télé, vous? Et un film avec Michel Morgan et Jean Gabin. Ah, je vois que vous êtes cinéphile. Bon, écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps, là. On va y aller. Si j'ai quoi que ce soit qui me revient, comptez sur moi pour vous contacter. Vous savez me joindre? Parfait. Bon, on vous tient au courant pour la suite. Oh, vous avez une nouvelle voiture? Moi, je dirais, elle est neuve, votre voiture? Oui. Oui, je suis obligé d'avoir une voiture impeccable. C'est pas mon métier. Bon, je vous remercie, puis je vous tiens au courant. À bientôt, mon capitaine. J'en pouvais plus de toutes ces questions. Je voulais qu'on me laisse tranquille. Alors j'ai fini par dire oui à tout ce qu'ils me racontaient. Je me suis dit que s'ils avaient ce qu'ils voulaient, ils me foutraient la paix. Enfin, de là à avouer un crime dont vous êtes innocent? Je viens de vous le dire, il fallait que ça s'arrête. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est. On vous laisse pas une seconde de répit. On vous bourre le crâne, on vous fait les questions et les réponses. À force, vous savez plus qui vous êtes. Et François Larosse finit par passer aux aveux. Combien? Monsieur Pépry était au courant du déroulement de l'enquête? Pépry, au courant de l'enquête? Attendez, non, là, c'est un euphémisme. Il était là tout le temps, 24 heures sur 24, au commissariat pour nous demander comment se déroulait l'enquête, hein. Mais c'est pas un peu bizarre comme comportement, ça? Je dirais oui et non. Oui, parce que c'était trop, non, parce que c'était quand même l'ami de la fille assassinée. Mais franchement, je peux vous dire, j'ai jamais rien lâché, personne n'a jamais rien dit. Non, ce qu'il a su, c'est qu'on avait arrêté un suspect, mais ça, c'était par les journaux, hein, c'était pas par nous.
J'ai rien à vous. Alexis, comme aimanté par son affaire, ne cesse de revenir au commissariat. Pas de dossier mauvais, toi, non? Non. Voilà. Au revoir, monsieur Pépri. Le jour de la reconstitution arrive. Mais il y a quelque chose que je comprends pas. L'autopsie a montré qu'Inès aurait été frappée par un objet lourd avant de tomber inconsciente et d'être étranglée. Donc, elle n'a pas pu être tuée par une balle. Donc le fusil de François Larosse ne pouvait pas être l'arme du crime. Bonne déduction, hein, bravo. Vous êtes sur le bon chemin. Oui, non, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on a tout de suite pensé que le fusil de chasse, en fait, il avait servi à menacer Inès, afin qu'il puisse l'emmener dans la forêt. Et puis là, évidemment, il a essayé de la violer. Alors, elle s'est débattue, puis lui, il a pris le premier objet. En l'occurrence, c'était une pierre. Il l'a frappé à la tempe. Voilà, quoi. François Larosse ne se montre pas très coopératif. Larosse ne voulait pas se rappeler ou ne pouvait pas se rappeler des gestes qu'il avait commis ce soir du meurtre. Mais c'est normal, ça, comme comportement? Oui, c'est vrai que ça peut arriver. On sait bien que les meurtriers sont pas toujours très, très coopératifs. Hein. Puis, attendez, il faut quand même pas oublier que le soir du meurtre, il s'était gravement imbibé. Hein. Ouais. Mais François Larosse va avoir un déclic. Il est sûr qu'il est innocent et qu'il n'aurait jamais dû avouer un crime qu'il n'a pas commis. Et votre avocat, il en pensait quoi? Mon avocat? Il voulait que je plaide coupable. Ah bon? Oui, pour obtenir les circonstances atténuantes et une réduction de peine. Coupable. Ah, je me suis énervé, j'ai tout mis en bloc. Votre principal suspect se rétracte, ça a dû sérieusement modifier le cours de l'enquête, ça, non? Non, pas vraiment. Vous savez, les rétractations sont fréquentes. Hein. Et puis, nos prisons sont pleines d'innocents, comme on dit chez nous. Et à cette date, François Larosse n'avait aucune chance de s'en sortir. Non, franchement, au vu des éléments qu'on avait, pas la moindre. Non. Pourtant, à partir de ce moment-là, l'enquête prend un tournant décisif. Oui, et puis d'une façon drôlement inattendue d'ailleurs. Pépri venait toujours au commissariat prendre des nouvelles du déroulement de l'enquête. Jusqu'au jour où, ce fameux jour justement, où je me suis tellement énervée que là j'ai décidé de lui parler franchement. Alors je suis allée à sa voiture et j'ai posé ma main sur la carrosserie. Et là, je vous donne en mille, j'ai eu la main tachée par la peinture rouge. Ah oui? De la peinture fraîche? Carrément. Alors moi j'ai essayé de savoir d'où venait cette peinture et j'ai regardé un petit peu le véhicule et je me suis aperçu qu'il y avait une éraflure sur la portière. Attendez, le truc c'est que il m'avait jamais dit lui qu'il allait faire peindre sa voiture. D'accord, c'est ça qui vous a mis la puce à l'oreille. Ah bah oui, c'était une drôle de puce même. Attendez, quand je me suis aperçu que en dessous de la peinture rouge il y avait la peinture grise, mais imaginez-vous que ça a été vite. Là j'ai tout de suite pensé à la voiture de Larosse. Sam. Mais go, go. Oh, perquisition. T'as quelque chose à nous montrer? Bah évidemment, il n'y a rien d'intéressant ici à l'entente. T'as bien un sous-sol d'ailleurs, tiens, un sous-sol. Emmène-nous le sous-sol tout de suite. Allez, avance, dépêche-toi. Et la police va découvrir l'inquiétant univers d'Alexis Pépri. Ah, il y avait des plans, il y avait des photos partout. Il y avait même un mur où moi j'avais mes photos de moi partout. À toute évidence, c'était moi la prochaine sur la liste. Hein. Non mais vraiment, j'avais froid dans le dos. Et puis il y avait des cahiers sur lesquels il notait tout ce qu'il voyait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il nous suivait depuis plusieurs jours. Non mais on était chez un fou. J'avais jamais rien vu de pareil, moi.
Tu commences à lui asséner Je un coup t'emmerde. de pierre. Tu lui frappes la tempe avec, et là, elle tombe au sol. Elle se fait mal. Non, elle a peur. Alors, attends, tu commences à aller Alexis Pépry résiste, il est tenace, mais il finit par avouer le meurtre d'Inès. ça te fait. Et là, ça te fait plaisir. Tu calmes, je dis Donc François Larosse était bien innocent. Ouais, c'est vrai. Et ça, on a failli faire vraiment une grosse gaffe, ça, je dois dire. Allez, tu peux sortir. Alexis Pépry a été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Inès Morales. Et comment pensez-vous qu'il a occupé sa détention? Eh bien, en compagnie des chiffres, bien sûr. Prisonnier modèle, il a vite été surnommé par ses co-détenus la calculette. Et il leur rendait volontiers service chaque fois qu'il rencontrait un problème mathématique. Durant ces longs mois d'inactivité forcée, il s'est aussi amusé à calculer la date de sa sortie de prison. Il a pris son temps, intégrant les uns après les autres tous les paramètres, son absence d'antécédents judiciaires, sa bonne conduite, sans parler de toute la jurisprudence qu'il a pu réunir, et il a conclu qu'il serait libéré le 9 avril 2009 à midi. Malheureusement, Alexis Pépry est sorti de prison par un triste matin de décembre 2001, bénéficiant d'une grâce médicale en raison de son état de santé. Et il est mort 2 mois plus tard d'un cancer généralisé. Même les plus méticuleux peuvent parfois se tromper. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Les secrets de famille, on le sait, agissent comme des poids invisibles qui pèsent sur notre présent et entravent parfois notre avenir. Et lorsque ces mystères bravent le temps et les générations, ils en deviennent plus redoutables encore, jusqu'à ce qu'ils soient enfin mis à jour au gré d'une confession ou d'un hasard. Jeanne Grillet a dû, quant à elle, patienter un demi-siècle avant d'être délivrée d'un terrible secret. Regardez attentivement son histoire. Bien qu'extraordinaire, elle est bien sûr parfaitement authentique. Ma mère nous avait quittés depuis un mois. J'étais sa fille unique et jusqu'à sa mort, je suis venue la voir ici, dans cette grande maison. Oh, nous feuilletions régulièrement les vieux albums de famille. Ma mère les conservait précieusement. Enfin, c'était devenu un rituel. Moi, je connaissais par cœur. Et puis, après sa mort, je suis revenue ici pour mettre un peu d'ordre dans ses affaires, et c'est là que je suis tombée sur cette photo. Elle m'a tout de suite intriguée. Je sais pas... Enfin, il fallait que j'en parle à quelqu'un de ma famille. Et c'est pour ça que j'ai appelé André, mon cousin. On se téléphone souvent avec Jeanne pour prendre des nouvelles, discuter de tout et de rien. Mais cette fois-ci, je sentais qu'elle avait quelque chose à me dire. Et là, elle m'a parlé de la photo. Sur ce cliché, il y avait une femme qui tenait un nourrisson dans ses bras. Mais j'étais sûre d'avoir jamais vu cette personne. D'ailleurs, elle avait un physique totalement différent du reste de la famille. Cette femme était blonde, avec un teint pâle, des yeux clairs. Je sais pas. Je me suis sentie mal à l'aise en voyant cette photo. Qui était cette personne? Qui était ce bébé? Jeanne m'a envoyé la photo de cette femme blonde en me demandant si je la reconnaissais. Mais non, son visage me disait rien, mais rien du tout. Mais il y avait quand même quelque chose qui m'intriguait. C'était ses yeux grands, clairs, comme ceux de notre grand-père Maurice. André avait raison. Cette femme au regard clair me faisait penser au pépé Maurice. Il y avait que lui qui avait ce teint pâle. Les autres membres de la famille étaient tous plutôt du côté de la grand-mère, qui était originaire du Sud.
Bah lui, il était grand, blond, imposant, enfin un vrai physique d'Alsacien. Et cette femme, en effet, avait un air de famille. Nous étions, Jeanne et moi, les derniers représentants de la famille, et il n'y avait plus personne pour nous aider à découvrir l'identité de cette jeune mère sur cette mystérieuse photo. Mystérieuse, surtout pour Jeanne, parce que moi, je dois vous l'avouer, j'avais complètement oublié cette histoire. Hein. Mais bizarrement, Jeanne Grillet est de plus en plus obsédée par cette photo. La disparition de ma mère et l'apparition de cette femme m'ont complètement bouleversée. J'étais poursuivie par des cauchemars. Je voyais le visage de cette femme, couvert de larmes, se tourner vers moi comme pour m'implorer. J'ai passé des soirées entières à scruter chaque détail de cette photo. Mais ça m'a pas donné plus d'informations. Quand j'ai pris conscience que Jeanne était tourmentée, je lui ai proposé d'aller en Alsace, dans la ville où avaient vécu nos grands-parents et où ils avaient élevé leurs enfants. En tout cas, c'était le seul moyen de découvrir une piste. Mais surtout, ce que je cherchais, c'était de sortir Jeanne de ses idées noires. Alors, rien de tel que l'action. En plus, l'Alsace est une belle région avec d'excellents crus, alors... Les cousins se rendent donc en Alsace, avec pour seul indice, cette petite photographie vieille de 50 ans. À peine arrivée, Jeanne, toujours très organisée, souhaite commencer immédiatement les recherches à la mairie, éplucher le registre des naissances, questionner les fonctionnaires. Mais André, bon vivant, lui, préfère profiter du séjour pour honorer la gastronomie locale et les bons vins. Les recherches peuvent bien attendre quelques heures. Le temps, par exemple, de déjeuner à l'auberge où travaille Agathe Quarch. Ils sont assis à cette table-là. Ils ont commandé 2 tartiflettes, l'une de nos spécialités. C'est vrai que la femme semblait agacée, elle souhaitait partir le plus vite possible. Mais l'homme, lui, il avait envie de bavarder. Très sympathique, je me souviens, oui. Bon, il était encore tôt, et comme j'avais pas beaucoup de clients encore, donc j'ai pris tout mon temps pour les servir. Voilà. Je voulais des renseignements sur les vins de la région. Et comme Jeanne avait la tête dans ses pensées, j'ai discuté avec la serveuse. Elle m'a demandé ce qu'on faisait dans le coin. Alors je lui ai dit, je lui ai parlé de notre famille alsacienne et de la famille Lambois. Lorsqu'André a prononcé le nom de notre grand-père Lambois, elle lui a demandé de répéter. Et c'est là qu'elle nous a dit que sa propre grand-mère avait très bien connu un monsieur Lambois. Alors tout de suite, quand elle a entendu ça, Jeanne s'est sentie beaucoup plus concernée par la conversation. C'était notre seul début de piste. Alors quand la serveuse nous a dit que sa grand-mère était toujours vivante, je lui ai demandé « Est-ce que ça vous dérangerait pas de nous emmener la voir ? Enfin, quand vous auriez un petit peu de temps. » Ils sont venus me chercher après mon travail. J'étais très inquiète pour ma grand-mère parce qu'elle est très âgée. Et puis, moi, je me demandais comment elle allait prendre cette visite. Bon. Et puis, c'est l'heure où elle nourrit les poules, elle aime pas être dérangée, et puis après, elle regarde la télévision, et puis, comme elle est sourde, elle met le son à plein régime, on s'entend plus. Et puis, remuer tous ces souvenirs, je sais pas, ça pouvait la fatiguer. Les histoires incroyables. Voilà Jeanne et André lancés sur les traces de leur passé. Ils parcourent les routes de campagne à la rencontre de la vieille femme mystérieuse. Que trouveront-ils dans la ferme isolée où elle vit recluse? Rien, sans doute. Néanmoins, tandis que la nuit tombe, Jeanne sent naître en elle un étrange pressentiment. J'étais un peu gêné d'arriver chez la vieille dame, comme ça, en pleine nuit. Elle était si accueillante, elle nous a offert un petit digestif. Et puis on s'est assis autour des photos. Et nous avons reconnu la photo de la maison de notre grand-père, près de la mairie. Et à un moment donné, je me suis vraiment demandé est-ce que j'avais perdu la raison de notre visite. Et Jeanne, elle était silencieuse, c'en était presque gênant. Et au moment où j'ai voulu reprendre un petit verre de liqueur de poire, là j'ai vu qu'elle tendait la photo. Jeanne va tenter sa dernière chance, montrer la mystérieuse photo. Quand j'ai sorti cette photo de mon sac, j'avais très peur. Il y avait très peu de chances pour que ce visage soit reconnu. La vieille dame était très fatiguée. On était remonté jusqu'à des parents très éloignés qui avaient bien connu le premier curé du village.
Mais moi, je me sentais responsable. Vous allez penser que je suis folle, mais c'est comme si j'avais pris sous ma protection cette mère. Alors, je lui ai présenté en pleine lumière cette photo. La grand-mère l'a tout de suite reconnue. Mais c'est Clara, elle criait. Et la vieille dame nous a révélé l'identité de Clara. C'était la fille aînée de nos grands-parents, notre tante. Je suis tombé des nues, complètement. Il faut dire que son histoire est bien compliquée. En fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, Clara, qui avait à peine 20 ans, était tombée amoureuse d'un officier allemand dont elle avait eu un bébé, celui de la photo. Mais bon, vous connaissez l'ambiance à la Libération, hein. Tout le monde savait qu'elle avait été amoureuse d'un Allemand, et elle a été tondue et chassée à coups de pierre de son village natal. Et plus personne ne l'a revue, personne. C'est devenu un secret de famille. Et plus personne ne voulait en entendre parler. Sur le coup, sincèrement, j'en ai voulu à mes grands-parents. Lorsque j'ai quitté la vieille dame, j'étais bouleversée. Vous imaginez? Ma mère m'avait caché l'existence de sa sœur aînée. J'étais complètement perdue. Tout mon passé s'était embrouillé. L'image de ma mère, j'avais l'impression qu'elle était devenue une étrangère. Et puis, c'était ce regard de la jeune mère sur la photo qui sans cesse me revenait, me hantait. Et l'enfant. J'étais complètement effondrée. Bouleversés, Jeanne et André quittent la vieille femme et rentrent chez eux bien décidés à reconstruire leur passé comme d'autres bâtissent leur avenir. Jeanne retourne chez sa mère et inclut dans son album la photo de Clara avec son bébé. Mais qui est réellement cette tante mystérieuse qui a vécu une partie de son enfance cachée en Allemagne après la guerre? Et qu'est-il advenu de sa fille, sa cousine Germaine, qui doit avoir son âge? Jeanne est-elle en train de découvrir la source du secret qui plombe sa famille depuis 2 générations? J'ai continué à feuilleter l'album de famille et je suis retombée sur le voyage de noces de mes parents en Allemagne, à Hambourg. Oui. Ma mère était resplendissante dans son tailleur satin noir. Mon père lui enserrait la taille. D'ailleurs, ça m'avait toujours étonné qu'il choisisse cette destination pour un voyage de noces. C'est vrai que la guerre venait à peine d'être achevée, donc c'était inhabituel à cette époque. Enfin bref. J'ai comparé les dates du voyage de noces de mes parents avec le départ de Clara pour l'Allemagne. Et là, j'ai compris. Jeanne vient de comprendre le terrible secret qu'on lui a caché pendant 50 ans. Elle appelle immédiatement son cousin. Jeanne m'a appelé en me demandant de l'argent immédiatement. Et à peine arrivée, elle m'a montré cette photo avec mon oncle et ma tante. Et elle m'a demandé de voir s'il y avait quelque chose d'anormal. Et puis non, j'ai rien trouvé d'anormal. Simplement, je voyais un couple jeune et souriant. En fait, la solution était sur cette photo. Ma mère était resplendissante, mince, si mince dans son tailleur ajusté. Elle ne pouvait donc pas être enceinte de moi depuis près de 5 mois. Mon père la serrait par la taille, une taille fine de jeune fille. Ma mère ne pouvait donc pas attendre un enfant sur cette photo. Pour Jeanne, c'était évident. Sa mère n'avait jamais été enceinte d'elle. Elle s'était rendue en Allemagne pour adopter l'enfant de sa sœur, Clara. Et cet enfant, c'était Jeanne. La femme blonde et forte sur la photo, Clara, c'était ma mère. Vous vous rendez compte? Et donc moi, j'étais ce petit bébé qu'elle tenait dans les bras. Les dates coïncidaient parfaitement. Mes parents n'avaient pas pu avoir d'enfants, alors ils étaient partis pour Hambourg. Ils m'avaient adoptée.
J'étais la fille de Clara, l'enfant de la honte, la fille d'un officier allemand. J'étais bouleversée, vous pouvez le comprendre. Je savais plus. Mais en même temps, je me sentais, comment dire, apaisée. C'est comme si j'avais le sentiment d'avoir accompli une mission sacrée que je n'imaginais même pas. Retrouver ma mère. Depuis cette découverte, Jeanne s'est rendue plusieurs fois à Hambourg, dans l'espoir de retrouver la trace de Clara, sa mère biologique. Mais sans succès. Pourquoi l'a-t-elle abandonnée? Est-elle toujours en vie? Pourquoi sa famille lui a-t-elle menti si longtemps? Autant de questions demeuraient sans réponse. À tout jamais, sans doute. À moins qu'au détour d'un chemin, dans une modeste auberge de campagne, son passé ne revienne une fois encore lui adresser un signe. Pierre Bellemare, les histoires incroyables.